Ceci étant dit, on va commencer maintenant notre webinaire et peut-être pour introduire un petit peu le sujet de la masse, je voudrais parler d'un sujet qui me tient à cœur depuis très très longtemps, qui est la question des évaluations qu'on demande de réaliser aux professionnels, alors souvent aux psychologues, mais aussi à d'autres professionnels, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, etc., auprès des personnes âgées qui ont des troubles cognitifs. Et le focus qui va nous intéresser ici, plus particulièrement, c'est les personnes qui ont des troubles cognitifs modérés à sévères, donc qui deviennent assez importants. Les instances, et on a des Suisses qui sont présents, mais je sais que c'est le cas en Suisse aussi, les instances demandent qu'un certain nombre d'évaluations soient réalisées. Alors, typiquement, lesquelles? Eh bien, typiquement, les évaluations qui sont recommandées officiellement et qui sont utilisées tout à fait massivement sont des choses que vous connaissez probablement pour la plupart d'entre vous, à savoir le fameux MMS qui nous donne un score sur 30 qui évalue la sévérité des troubles cognitifs, mais aussi ce qu'on appelle la Severe Impairment Battery, la CIB, pour les gens qui ont des troubles cognitifs plus importants, chez qui le MMS devient difficile à utiliser. Le NPI pour évaluer les fameux troubles du comportement, je mets des guillemets, les gens qui me connaissent savent qu'on préfère largement utiliser le terme comportement réactionnel, mais aussi des outils comme la grille Agir en France ou l'outil Plaisir en Suisse pour évaluer notamment la dépendance. Ça fait très très longtemps que je suis interpellé par ces outils, notamment parce qu'ils me semblent présenter un certain nombre de problèmes assez importants. La première chose, c'est que des outils comme le MMS ou la CIB sont des outils qui sont construits uniquement pour finalement suivre une évolution. On obtient un score total qui donne une sévérité des troubles, et le seul objectif, c'est de regarder si les gens se dégradent petit à petit, s'ils évoluent. Donc on ne fait que quantifier finalement une sévérité des troubles et l'évolution des troubles. La deuxième chose, c'est que ces 4 ou 5 outils que je viens de vous nommer sont tous centrés uniquement sur les pertes, les déficits, les troubles, la dégradation cognitive, la dépendance ou les comportements qui posent problème. Et on voit bien qu'on a une approche qui est complètement déficitaire, ce qui en fait, même chez nous, a tendance à générer le fait qu'on ne regarde plus que ça. Mais plus encore, ce qui me semble très très embêtant avec ces outils depuis longtemps, c'est qu'on a, et c'est valable pour tous ces outils, ils ne nous fournissent finalement aucune information réellement utile. C'est-à-dire, OK, quand on connaît le score au MMS, quand on sait que la personne est désorientée dans le temps, par exemple, qu'est-ce qu'on fait de ça? Comment on l'aide? Comment on l'accompagne? Quand on sait qu'elle est agitée, agressive, avec un score à autant au NPI, on n'a pas de piste pour l'accompagner et pour l'aider. Et donc, ça me semble être vraiment le gros problème de ces outils, c'est que finalement, on évalue pour documenter, pour décrire, mais qu'en fait, ça ne nous donne aucune piste d'accompagnement, alors qu'il y en a grandement besoin. Et donc, on peut poser la question très sincèrement des apports concrets de ces outils et de ces évaluations pour la personne ou pour leurs aidants. Et donc, c'est dans ce contexte qu'est née la MAS, Montessori Assessment System. Alors, très rapidement, l'historique, c'est quoi? Eh bien, l'historique, c'est quelqu'un qui est un mentor, un ami dont vous connaissez probablement le nom, le professeur Cameron Camp, qui a développé la méthode Montessori adaptée aux personnes âgées, avec qui, chez AGD, on collabore depuis très longtemps, qui avait créé un premier outil dans le centre où il travaillait. Cet outil s'appelait la MMP-MAS, le Menora Park Montessori Assessment System. C'est un outil qui n'avait pas été validé, c'est un outil qui n'était pas publié et pas vraiment diffusé, sauf que quand il a commencé à m'en parler, moi, ça m'a beaucoup intéressé. Et on a commencé à travailler avec Cameron Camp pour créer une version plus adaptée, plus ajustée, qui est devenue la MAS. Et donc, la MAS, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une batterie d'évaluation, c'est un outil, c'est une boîte, je la remontre pour ceux qui n'étaient pas là, dans laquelle on va trouver 8 activités qui vont nous permettre d'identifier, d'observer une quarantaine de capacités sur le plan sensoriel, moteur, cognitif et social qu'aucun des outils habituels ne recherche et ne met en évidence. Alors, il y a une grande particularité à la masse, je vais décrire ça un peu plus précisément dans une seconde, c'est que, contrairement aux évaluations habituelles, qui finalement cherchent à faire échouer la personne, quand vous faites un test cognitif, bah, vous créez des conditions difficiles pour voir si elle échoue. La masse, c'est le contraire. Dans chaque activité,
on va essayer de créer les conditions pour qu'elle réussisse. Et donc, je vais vous détailler ça un peu plus dans un instant. Mais donc, avec la masse, on va essayer de maximiser les chances de réussite de la personne en utilisant des aides variables. La masse, elle est aussi basée sur les principes Montessori. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on fait passer la masse, ce qu'on recherche en priorité, c'est que la personne soit engagée dans les activités. Pas à la tester, etc. Mais vraiment, on priorise l'engagement et vous verrez dans des petits extraits vidéo tout à l'heure ce que ça veut dire. Et enfin, dernière chose, c'est un outil, une batterie qui ne doit pas être forcément présenté en une fois. C'est un outil qui est destiné à des gens qui ont des troubles cognitifs importants, qui peuvent être fatigables, qui peuvent en avoir assez, qui peuvent décrocher. Et donc, on peut tout à fait utiliser la masse en plusieurs fois, en plusieurs sessions, une activité à la fois si besoin. Alors, avant de vous présenter en détail les 8 activités, je précise vraiment quelques principes d'administration parce que la masse a été construite de manière très particulière, un peu inhabituelle par rapport aux outils d'habitude. Première chose, pour chaque activité, on va utiliser ce qu'on appelle des niveaux d'aide progressifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va aider de plus en plus la personne pour essayer de la faire réussir. Concrètement, ça se traduit comment? La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner des instructions verbales complètes. Si on a une tâche avec plusieurs actions dedans, on va lui donner toutes les consignes complètes et on va voir si elle y arrive. Si elle n'y arrive pas, on va lui donner les instructions verbales, mais une étape à la fois. Je lui donne la consigne, elle fait, je lui donne la consigne suivante et ainsi de suite. Si elle n'y arrive toujours pas, on va utiliser une démonstration physique. On va lui montrer toute la tâche à réaliser et on va l'inviter à nous imiter. Si elle n'y arrive toujours pas, on va lui démontrer, mais une étape à la fois. Et si elle n'y arrive toujours pas, on va guider doucement sa main pour l'accompagner dans les gestes à réaliser. L'objectif de ça, c'est de voir quels sont les types d'aides, les formes d'aide qui aident réellement la personne et qui lui permettent de réussir chaque tâche. Ça nous permet également, on y reviendra dans une minute, d'obtenir un score. C'est ce qui va faire qu'on va noter les résultats de la personne. Au moins elle a besoin d'aide, au plus elle aura 2 points. Et vous voyez, pour chaque action à réaliser dans la masse, 5 points, 4 points, 3 points, etc., en fonction des niveaux d'aide. Deuxième grand principe, je vous disais, on priorise au-dessus de tout l'engagement de la personne. Et si on ne fait pas les consignes parfaitement pour la maintenir engagée, on va prioriser l'engagement. L'avantage de la masse, Sophie vous en redira un petit mot peut-être tout à la fin, tout à l'heure, mais c'est que c'est pas très grave si on n'a pas appliqué exactement, précisément les consignes de la masse. On priorise l'engagement. C'est un outil qui va nous permettre d'observer le fonctionnement de la personne et on veut la garder avec nous. Donc, on va se positionner, par exemple, à côté d'elle et pas en face d'elle, comme ça se fait souvent quand on fait passer des tests. On s'assied à côté d'elle, ça crée tout de suite une proximité, une chaleur humaine qui est plus importante, une forme de connexion, et ça va nous permettre en plus de la guider beaucoup plus facilement. On ralentit notre présentation, on cale vraiment notre rythme sur elle. Pour moi, la masse doit être utilisée avec la manière douce. Je pense que c'est important de mettre de la douceur et de la connexion dans l'interaction avec la personne. On va toujours lui donner du choix, lui proposer des choix, maintenir son sentiment de contrôle et on va lui demander, par exemple, on va utiliser des formulations tout au long. Est-ce que vous voulez bien me montrer ceci? Est-ce que vous voulez bien me donner ceci? Si elle nous dit non, elle a le droit de refuser. Donc, on n'est pas du tout dans une situation de contrôle de la personne où on crée un cadre rigide qui aurait tendance à l'étouffer un petit peu, auquel elle peut réagir, mais on va avec elle. Et d'ailleurs, à la fin de chaque activité, on va lui demander ce qu'elle en a pensé, on va lui demander si elle a apprécié, on va lui demander son avis, et on va lui demander si elle a envie de continuer ou si elle préfère s'arrêter. Et donc, de manière à ce qu'elle se sente en contrôle tout au long et qu'on recueille son consentement. Voilà pour les grands principes. Alors, voici les 8 activités de la masse. La première activité, c'est une activité dans laquelle on va inviter la personne à se laver les mains avec une lingette. Donc, on va lui demander: est-ce que vous voulez bien prendre la lingette, frotter vos mains. J'ai des réflexes, je montre en même temps que je dis, il ne faut pas faire ça à la masse normalement, mais ça, à chaque fois. Et la jeter dans un petit bol à côté.
Ah, petit mot important, les lingettes ne sont pas fournies dans la batterie de la masse parce que si on faisait ça, le jour où vous achetez la masse, elle vous arrive toute séchée et plus du tout en état. Donc voilà, c'est la seule chose qu'il faudra vous procurer en plus de la masse. Activité numéro 2, créer un badge avec son prénom écrit en gros caractères et l'enfiler autour du cou. Ces deux activités-là, on les réalise tous les deux. Ok, on se met sur un pied d'égalité de personne à personne. Troisième activité, on va lire ensemble une histoire courte, une page chacun à notre tour. Ça permet d'observer les capacités de lecture de la personne, mais est-ce qu'elle est aussi capable de suivre quand quelqu'un d'autre lit, etc., etc., les capacités d'alternance. Et cette activité de lecture se termine par des questions non pas sur le texte, mais des questions en lien avec des goûts, avec des choses qu'elle aime, des questions qui lui permettent de parler d'elle. J'espère que Sophie n'a pas disparu. Tu es toujours là, Sophie. Tu as juste coupé ton... Ok, tu es toujours là. C'est parfait. Tu peux couper ton truc. C'était la minute pub. Euh, Activité numéro 4, une activité de perception visuelle où on va inviter la personne à nous montrer sa perception euh, des contrastes entre différentes couleurs ou de la profondeur, ce qui va permettre d'ajuster certaines activités. Activité 5, classer des photos d'émotions. Et donc, elle a des photos la personne reçoit des photos de visage qui expriment différentes émotions, et on va lui demander de classer ces émotions en deux catégories, heureux ou pas heureux. Donc, ce qui nous permet d'évaluer dans quelle mesure alors, elle est capable d'identifier encore, même de manière très générale, les expressions de visage. À noter que dans toutes ces activités, en fait, on évalue, on observe plein de capacités. Par exemple, dans l'activité de catégorisation d'émotions, OK, il y a la reconnaissance des visages, mais il y a aussi la capacité à ouvrir un petit sac avec un zip, à prendre les cartes dans sa main, à identifier les carrés et les rectangles, à poser les cartes au bon endroit, à donner son avis, à expliquer. Enfin, donc là, je vous présente les activités très rapidement, mais en fait, dans chaque activité, il y a énormément de capacités qu'on peut observer. L'activité 6, c'est une activité de catégorisation également bien connue des gens qui connaissent la méthode Montessori et dans laquelle on va demander à la personne de classer des cartes en deux catégories, j'aime et je n'aime pas. Là aussi, ça va lui permettre d'exprimer un avis, d'exprimer ses préférences, mais aussi d'observer un grand nombre d'autres capacités. L'activité 7, c'est une activité de manipulation et de motricité de transfert de balles de couleurs dans des bols avec une cuillère, avec une pince, d'identification des couleurs, d'appariement, etc., etc. Et là, on va repérer énormément de capacités plutôt motrices qui peuvent être en lien avec l'alimentation, qui peuvent être en lien avec d'autres gestes du quotidien. La dernière activité, j'avoue, c'est mon petit bonbon, je l'appelle comme ça. C'est une activité d'évaluation de l'orientation dans le temps, mais très différente, puisqu'en réalité, la personne a le calendrier que vous voyez à l'écran face à elle. Et on va lui demander si elle veut bien nous donner la date du jour pour l'écrire sur notre feuille. Et on va regarder est-ce qu'elle est capable de nous donner la date quand elle est affichée. Et c'est évidemment très différent des tâches habituelles, des tests habituels dans lesquels on demande à la personne de nous donner la date alors qu'elle ne l'a pas, ce qui, chez des gens qui ont des troubles cognitifs sévères, est quand même tout à fait absurde, y compris quand ils vivent en institution où les journées peuvent se ressembler très fort. Nous, ce qui nous intéresse, c'est en fait, est-ce qu'elle est capable de donner une réponse qu'elle n'a pas dans sa tête si la réponse est affichée à l'extérieur. Et ça nous permet notamment d'évaluer est-ce qu'elle est capable d'utiliser ce qu'on appelle des aides externes par ailleurs, c'est-à-dire de se référer à des supports externes pour avoir des informations importantes pour elle. Okay, donc ces 8 activités-là constituent les 8 activités de la masse. Et je vais maintenant céder la parole à Sophie pour... Ah non, pardon, il me reste encore un petit truc à préciser. Autant pour moi, et je te laisse la parole après, Sophie. Donc, on fait passer ces 8 activités avec les niveaux d'aide progressifs à chaque fois, okay, donc pour essayer de faire réussir la personne, pour lui laisser du choix et du contrôle, etc. Et tout ceci va nous permettre d'obtenir un certain nombre de résultats. Alors là, vous voyez la feuille de synthèse des résultats. En réalité, dans la masse, il y a un petit livret que vous voyez ici avec les consignes, avec toutes les cotations de la masse, quelques petites recommandations en plus, et puis vous avez au dos la synthèse que vous voyez à l'écran.
On va donc pouvoir obtenir un score pour chaque activité. Alors, comme les activités n'ont pas le même nombre d'actions, le score dépend des niveaux d'aide qu'on a utilisés. On a ce qu'on appelle un score brut qu'on ramène, c'est assez simple à faire, à un score sur 10. Et donc, chaque activité vaut 10 points et on a un score total sur 80. On y reviendra, le score total en vrai n'est absolument pas ce qui nous intéresse le plus avec la masse. Ce qui va nous intéresser, c'est le reste. On va pouvoir noter quels ont été les niveaux d'aide appliqués avec succès. Est-ce que les instructions verbales complètes ont suffi ou est-ce qu'on a dû utiliser d'autres niveaux d'aide pour permettre à la personne de réussir dans les différentes activités qu'on lui a proposées? Donc, ça nous permet de visualiser directement quel niveau d'aide fonctionne pour cette personne. Et puis en dessous, vous avez la liste de toutes les capacités qu'on peut observer pendant la masse. Dans le manuel, vous avez vraiment les capacités à chaque fois qui sont associées aux différentes activités. Et ces informations-là vont nous donner des informations absolument cruciales qui peuvent directement être transmises à des aidants, qu'ils soient professionnels ou familiaux. On va pouvoir dire, voilà les capacités sur lesquelles on peut s'appuyer, voilà les niveaux d'aide qu'il faut utiliser pour que cette personne puisse continuer à faire des choses par elle-même dans son quotidien. Et dans le manuel de la masse qui est contenu dans la boîte, vous avez un grand nombre, je vais vous montrer ça rapidement, d'idées d'utilisation des capacités. Bon, vous ne voyez pas grand-chose, je vais améliorer juste le visuel une seconde. OK. Voilà. Et donc, vous avez un petit guide d'utilisation des capacités avec plein d'idées d'activités et de comment on peut utiliser les capacités mises en évidence à la masse. Et donc, ça permet directement de faire des recommandations pour l'accompagnement au quotidien. Ça permet en fait de constituer une base pour ce qu'on appelle notamment un plan d'accompagnement personnalisé. Ça, c'est la masse telle qu'on l'a construite avec Cameron Camp. Il y a eu des ajustements, des choses comme ça. Et puis, une fois qu'on a sorti la masse, on était très, très contents. Mais il se trouve que je suis psychologue spécialisé en neuropsychologie de formation, que j'ai une culture scientifique qui est quand même bien ancrée et que je sais d'expérience, c'est très bien de faire un outil, mais que ça serait encore plus intéressant de voir s'il fonctionne vraiment et de voir s'il a vraiment les qualités requises. Et c'est en discutant avec Sophie, il y a donc 10 ans, même un peu plus, que Sophie m'a dit: «Mais c'est super ton truc, mais il faut qu'on fasse quelque chose». Et c'est le moment, Sophie, où je vais te laisser la parole pour raconter un petit peu comment ça s'est passé à l'époque. Merci Jérôme. Donc effectivement, hein, effectivement, c'est avant 2016 qu'on a commencé à mettre les premières petites graines de cette collaboration. Et donc effectivement, Jérôme, via aussi l'entreprise AG&D, donc sont venus solliciter une expertise scientifique qu'on a au sein du laboratoire Ypsilon, avec pour objectif donc de valider l'outil. Alors, je sais qu'il n'y a pas nécessairement que des psychologues ici dans le webinaire, donc je vais essayer de vulgariser le plus possible l'intervention parce qu'on va parler de statistiques. Mais bon, je sais que certains psychologues ont un petit peu toujours des problèmes avec les stats, donc les non-psychologues, ne vous sentez pas trop seuls. Il y a toujours de l'appréhension par rapport aux stats. Et donc, du coup, valider un outil en recherche, c'est se poser deux questions fondamentales. Est-ce que l'outil produit une mesure qui est stable et cohérente? Et est-ce que l'outil évalue ce qu'il est censé mesurer? Donc ça, c'est vraiment en gros l'objectif d'une validation d'outils. Donc, on s'est posé la question, mais comment on va opérationnaliser les choses? Et donc, on a décidé d'engager 10 étudiants du Master 1 de neuropsychologie de l'université de Paul Valéry, qui devaient être sur leur année de Master 1 en stage en EHPAD. Et donc, pour respecter au mieux les garants de stage, on a organisé au départ une réunion avec les étudiants
et les garants de stage pour proposer le projet. On s'est mis aussi dans l'approche Montessori avec les garants de stage. On n'est pas arrivé avec nos gros sabots, voilà, vous accueillez un étudiant en stage et il va faire ça en recherche. C'est qu'on a eu une approche effectivement collaborative. Donc les données qui sont présentées aujourd'hui sont des données qui ont été recueillies par 10 étudiants. Peut-être que certains sont présents aujourd'hui, en collaboration avec 10 garants de stage en EHPAD. Et donc, du coup, pendant le premier semestre du Master 1, c'est surtout toi, Jérôme, c'est toi qui t'es occupé de ça, mais les étudiants ont été formés déjà à l'approche Montessori et aussi à la passation de l'outil. Peut-être que tu reviendras dessus tout à l'heure dans la discussion, mais c'est quand même un outil qui demande de l'entraînement, un certain savoir-faire, notamment quand il y a de l'échec et qu'il faut effectivement adapter la passation pour favoriser la réussite. Donc moi, j'avais un petit peu d'appréhension quand même, parce que bon, étudiant en Master 1, jamais d'expérience en EHPAD, jamais d'expérience avec des gens qui potentiellement ont des troubles du comportement, donc mes propres représentations. Et donc, du coup, on a bien verrouillé ça avec les étudiants dans la formation du premier semestre. Et ensuite, au second semestre, ils ont fait, en collaboration avec les garants de stage, l'acquisition des données. Je me permets une petite parenthèse par rapport à ça. C'est typiquement, si certains d'entre vous sont intéressés par la recherche en tant que professionnels, mais des temps intéressants, quand on est professionnel, de pouvoir collaborer à des projets aussi de recherche. Et par chance, on a eu vraiment des étudiants très engagés et des garants de stage extraordinaires qui ont vraiment joué le jeu et qui ont accompagné les étudiants dans leur démarche de recherche, mais parce que je pense aussi qu'ils y trouvaient un compte, leur compte sur le plan clinique. Voilà, donc les étudiants sont formés. Et donc, implémentation de la passation de l'outil, avec pour rappel 2 grands objectifs: vérifier si l'outil est stable et cohérent, je vais revenir là-dessus, et surtout, est-ce qu'il mesure bien ce qu'il est censé mesurer. Et ensuite, on parlera un petit peu aussi pas un petit peu, mais on parlera des troubles du comportement dans une seconde étude. C'est bon, Jérôme, tu peux passer la diapo. Donc, pour rentrer un petit peu dans le technique, quand on recherche à valider un outil, on va aller vérifier plusieurs indices. D'accord ? Donc ça, ce sont les recommandations internationales qui l'imposent pour qu'on puisse se permettre de dire que l'outil est valide. Et je tire vraiment mon chapeau à AGED par rapport à cette démarche qu'a l'entreprise de proposer aux professionnels non pas des outils tirés du chapeau qui souvent ont des beaux packaging, mais qui sont issus de la littérature et qui vont présenter des qualités psychométriques qui permettent de rendre l'outil valide. Donc, il y a plusieurs indices statistiques qu'on a analysés. Donc, je ne vais pas forcément là les reprendre en détail, mais c'est: est-ce que l'outil est stable et cohérent, et est-ce qu'il est censé bien mesurer ce qu'il est censé mesurer. Donc, pour pouvoir répondre à ces questions méthodologiques, on a administré la masse aux résidents, et vous voyez dans la diapo qu'on a également évalué le MMS et la CIB qui a été administrée. Alors, ces 2 outils-là ont été administrés certes pour décrire la population, mais pour évaluer ce qu'on va appeler la validité de l'outil. Est-ce que l'outil évalue bien ce qu'il est censé évaluer? La masse, veut pas, reste un outil qui évalue des capacités cognitives. On est d'accord, Jérôme, hein? J'ai pas le choix. T'as pas le choix.
C'est des débats qu'on a eu émettre un beaucoup avec Sophie. consentement, reconnaître des couleurs, de la motricité fine. On est dans des capacités effectivement cognitives. Et donc, pour établir ce qu'on appelait la validité convergente de l'outil, est-ce que l'outil mesure bien ce qu'il est censé mesurer? On avait besoin d'autres outils pour mettre en relation la masse qui évalue des capacités cognitives. Et à notre disposition, nous avions le MMS et la CIB. Ensuite, la Clinical Dementia Rating Scale, qui permet d'évaluer la sévérité de la démence, a surtout été utilisée pour décrire la population et pour documenter effectivement que les personnes qui ont consenti à participer à l'étude présentaient, on le verra dans la diapositive suivante, hein, Jérôme, si tu veux bien la passer. Tu peux passer la diapo. Voilà, étaient effectivement des personnes qui, pour les 2/3, présentaient des stades, on va dire, de démence, hein, selon les critères là, internationaux, pour les 2/3 de modéré à sévère. Donc, tout à l'heure, tu disais que le score total de la masse en clinique, effectivement, ou en pratique, ou à la maison, n'était pas important dans l'absolu. Pour la validation, il est fondamental. Okay, donc, on a travaillé avec effectivement le score total de la masse. On a regardé le nombre d'activités qui ont été complétées par les personnes et on a également chronométré la durée d'administration de la masse et on a également pour chaque résident, les étudiants ont également relevé le nombre de fois qu'ils ont dû rencontrer les personnes. Donc, au total, les 10 étudiants ont recruté au cours de leur stage 196 donc, résidents avec des troubles cognitifs modérés à sévères. Hein. Donc 2/3 d'entre eux présentaient des stades modérés à sévères de symptômes de démence, hein, selon la CDR. Ce sont des personnes qui, comme vous le voyez, pour les personnes qui sont familières avec le MMS, avaient un score moyen de 11 au MMS. Et il faut savoir que 10% des personnes n'ont pas complété le MMS parce qu'ils n'étaient pas plus en capacité de pouvoir le passer. Et on a également pour la CIB, hein, qui est une sorte... je ne sais pas comment la définir, Jérôme, qui est qu'une batterie destinée à évaluer les capacités cognitives dans le cadre des troubles cognitifs sévères. Et donc, on voit qu'à la CIB aussi, les scores sont quand même faibles, hein, qui traduisent en fait, hein, comme le MMS et la CIB, qu'on a affaire à des personnes qui présentent des difficultés cognitives significatives. Et 92% des personnes ont complété la CIB. Alors, comment ça s'est passé avec la masse ? En fait, dès que les étudiants, hein, parce qu'on a supervisé les étudiants hein, au second semestre, quand ils ont commencé à faire passer la masse, on les a revus avec Jérôme. Et là, en tout cas, moi, à ma grande surprise, ça m'a rassurée. Jérôme, tu l'es témoin parce que tu connaissais déjà la puissance de la chose. Moi, mais j'ai été personnellement très surprise en fait de la facilité qu'ont eu les étudiants à administrer cet outil aux personnes qui ont accepté de passer la masse. Donc, il faut savoir que seules 2 personnes sur les 196 ont refusé parce que selon les principes de Montessori, les étudiants demandaient à la personne si elles étaient d'accord de participer à l'étude et à l'administration de la masse. Et seule une personne sur les 196 n'a pas pu compléter l'activité au complet parce qu'elle a été hospitalisée. Hein, c'est ça, Jérôme, hein, oui. Entre-temps, hein, oui. Hospitalisée. Voilà. Donc voilà, donc globalement, l'outil est bien reçu par la communauté des résidents. En moyenne, il a fallu 49 minutes pour administrer l'outil au complet.
et avec une grande variabilité, hein. Ça pouvait être de 16 minutes à 2 heures. Et évidemment, les séances ont été comment dire, coupées, hein, selon le jugement des étudiants et le feedback aussi des résidents. Et encore une fois, à ma grande surprise, parce qu'il y a quand même un paquet d'activités qui sont proposées, parce que là, effectivement, Jérôme, tu as présenté les choses un peu rapidement, mais il y a des vidéos qui sont effectivement en ligne sur le site d'AGED qui peuvent montrer que ça peut prendre du temps. Et en fait, à ma grande surprise, c'est qu'au bout du compte, les étudiants n'ont pas eu besoin tant que ça de beaucoup de séances, hein. Le nombre de séances était en moyenne 1,2 avec de 1 à 3 séances. Okay, donc, c'était très intéressant parce que d'un point de vue qualitatif, ça montre que cet outil est capable les personnes sont capables de s'engager grâce au contexte mis en place par cet outil. Avec ces notions aussi d'aide progressive si jamais la personne a des difficultés. Donc, outil engageant, qui peut varier vraiment selon les personnes. Et après, même quand la séance a été longue, je me souviens que les étudiants disaient que ce n'était pas forcément parce que les personnes étaient en difficulté, mais c'est parce qu'il y avait des conversations, hein, qui s'installaient autour du matériel ou pas. Hein, on en rediscutera un petit peu tout à l'heure, mais ce n'est pas à cause de problèmes de problèmes de comportement ou des difficultés d'engagement de la personne pour les passations qui ont pris un peu plus de temps. Et dans la dernière partie du tableau, on voit que, rappelez-vous, hein, il y a 8 activités qui sont proposées dans la masse. Eh bien, 90% des personnes ayant participé à l'étude ont complété les 8 activités. Et les personnes qui n'ont pas pu compléter certaines activités, ce n'était pas un refus, mais c'était parce qu'ils présentaient certaines incapacités qui faisaient que l'activité ne pouvait pas être proposée. Je donne juste un exemple là-dessus, mais si vous avez une personne qui a une cécité, c'est évident que la lecture ou le classement de cartes va poser problème. Donc voilà, ou si vous avez quelqu'un qui a une hémiplégie sévère, il y a des choses qu'elle ne pourra pas faire. Donc voilà, c'était vraiment les troubles sensoriels et moteurs qui parfois bloquaient certaines activités, mais ce n'est pas grave, on fait le reste quand même dans ces cas-là. Voilà. Donc en résumé, qu'est-ce que montre cette diapo? Outil engageant, faisable, hein, parce que souvent on pouvait avoir ce biais d'incapacité, là, ouh là 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 là, mais qu'est-ce que tu imagines faire proposer ça à telle ou telle personne? Et ce, même dans le contexte de difficultés cognitives modérées à sévères. Donc ça, c'est déjà un bon signal. Je pense qu'on peut passer à la diapositive un petit peu plus technique. Alors, on a évalué donc différents indices psychométriques. Okay, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'est posé la question, est-ce que l'outil est stable et cohérent? Donc, ce qu'on a calculé, donc c'est ce qu'on appelle la cohérence interne, c'est-à-dire dans les 8 activités, on a regardé comment ces 8 activités-là étaient associées entre elles. Okay, et on voit qu'elles sont bien associées entre elles, elles forment une petite famille, ce qui est normal, puisque ces activités ont toutes en commun l'évaluation de capacités cognitives. Okay, et il faut savoir que ces 8 activités-là, au-delà d'être bien reliées, eh bien, représentaient, alors pour les gens qui sont un petit peu plus familiers avec ça, on a fait une analyse factorielle pour voir si ces 8 activités-là, même si elles étaient reliées, est-ce qu'elles ne s'organisaient pas en petites sous-familles? Okay. Eh bien non, ça c'était quand même un peu une surprise, hein, Jérôme. Hein. On voit que ces 8 activités-là, elles forment un ensemble cohérent, donc c'est ce qu'on appelle une structure factorielle, okay, qui va expliquer pour les collègues un petit peu plus familiers avec les statistiques, 66% de la variance du modèle. Donc, ce qui est un chiffre qui est quand même très, très élevé
en psychologie. Donc, en fait, on a un outil qui est cohérent, qui a une cohérence théorique, et une cohérence théorique assez forte et qui ne va pas, alors certes, qui va évaluer différentes capacités, mais ces capacités font partie d'une même famille qui sont des capacités cognitives, qui inclut aussi la psychomotricité. Ensuite, quelque chose qui a été très, très important et qui vraiment nous tenait à cœur, on a évalué ce qu'on appelle la fidélité interjuge. Donc, la fidélité interjuge, c'est quoi? C'est le fait que lorsque deux personnes indépendantes évaluent des comportements, si l'outil est fidèle, il faut que les deux personnes qui évaluent les comportements évaluent les choses de la même manière. Donc, ce qui s'est passé pour un tiers des personnes qui ont accepté de passer la masse, l'étudiant l'évaluait et notait ses scores, et en même temps, le psychologue notait aussi les scores de la personne. Et les résultats montrent que lorsque l'outil est évalué pour une même personne par deux juges indépendants, eh bien, les deux juges ont la même cotation. Donc ça montre quoi? Ça montre que le système de cotation qui est proposé par les auteurs est un système qui est assez verrouillé et qui ne laisse pas la place à de la subjectivité. Et ça, c'est important. Et donc, c'est ce qu'on appelle la fidélité interjuge, qui est un indice de fidélité, qui permet, d'enrichir les qualités psychométriques de l'outil. Deuxième chose aussi très, très importante en indice de fidélité, c'est qu'on s'est dit, bon, on travaille quand même avec on collabore quand même avec une population qui peut parfois être un peu instable, parfois même dans la journée, fragile. Donc, on a vérifié une autre qualité psychométrique qui est assez rarement établie en recherche, c'est la fidélité test-retest. C'est-à-dire que quand j'évalue la personne le lundi, si je l'évalue 15 jours après, le lundi ou le mardi, est-ce que j'obtiens les mêmes scores? Et là encore, l'outil a montré une bonne stabilité dans le temps. Donc, ce n'est pas un outil qui est stable en fait. Donc, ça rajoute encore au niveau de ses qualités psychométriques. Si je peux dire, juste Sophie, oui, très vite, mais c'est une qualité absolument essentielle de dire, est-ce qu'en fait le résultat il varie à chaque fois qu'on le fait passer, ou ça confirme, ok, il évalue quand même bien aussi quelque chose qui est bien présent chez les personnes, quoi. Donc, exactement. Voilà, et c'était d'autant plus important de vérifier cette qualité-là parce que, comme je l'ai dit là tout à l'heure, on est en face à des populations qui sont fragiles et qui peuvent parfois présenter de la variabilité au niveau de certains de leurs symptômes, de leur confort. Donc ça, c'était vraiment très, très important. Je vais finir avec les statistiques. On a vérifié aussi ce qu'on appelle la validité convergente, c'est-à-dire est-ce que le test mesure bien ce qu'il est censé mesurer. Donc, il est censé mesurer en grosse partie des capacités cognitives et on a vu qu'il était très, très bien associé aux mesures de MMS et de la CIB. Et donc là, évidemment, quand on a vu ces associations qui étaient très fortes, j'ai dit à Jérôme, mais quel est l'intérêt de faire la masse puisqu'il est très associé au MMS et il mesure quasi presque la même chose, ce que la CIB mesure, puisqu'on a des coefficients de corrélation très, 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 très élevés. Donc, on reviendra là-dessus plus tard. Mais ça a été quand même une surprise, mais c'était une surprise quand même très agréable. Je ne sais pas si tu vas y revenir dans la discussion tout à l'heure, Jérôme. Je veux bien dire un tout petit mot, mais Sophie m'a beaucoup taquiné à l'époque et moi, je ne m'attendais pas à ce que finalement, on ait un lien très, très fort entre le score de la masse et le score du MMS. Et en fait, ce que ça raconte finalement, c'est que le score total de la masse mesure effectivement le fonctionnement cognitif global comme le MMS ou la CIB. Et à la question provoque de Sophie, pourquoi utiliser la masse? Parce que la masse, elle fournit des données sur les capacités, sur les niveaux d'aide dont tu as besoin, des données qui peuvent être utilisées en vie quotidienne. Et pour être très honnête, j'ai un peu une idée derrière la tête et j'espère, si l'outil convainc, si les gens voient que ça apporte des choses importantes, etc.,
c'est peut-être qu'on fasse évoluer petit à petit, qu'on dise, OK, si on a besoin d'un score total vraiment, ben, en réalité, la masse pourrait remplacer d'autres outils qui, eux, n'apportent qu'un score total en mettant la personne en échec et en difficulté, là où la masse, au contraire, on l'a vu avec les résultats d'engagement, etc., obtient autre chose. Tout à fait. Et on a vu que la masse pouvait être largement plus administrable qu'un MMS. Donc, permettrait d'avoir aussi, si on va vers ça, des chiffres pour un panel beaucoup plus important de personnes. Allez, vas-y pour ton fun fact, Jérôme, je te laisse. Alors, je te laisse faire ton plaise avec ton épreuve bonbon. C'est une question de recherche secondaire, mais qui m'intéressait beaucoup sur le fameux calendrier. Et donc, on s'est amusé à aller regarder un petit peu une statistique, juste une donnée. La première chose, alors on a regardé déjà, puisqu'on avait fait passer le MMS à ces personnes, ça donnait quoi? L'orientation dans le temps. Vous savez, au MMS, c'est quand on leur pose, est-ce que vous voulez bien nous donner la date complète d'aujourd'hui? Et en fait, vous voyez que 62% des participants à l'étude, de ces personnes âgées qui avaient des troubles cognitifs importants, avaient un score de 0 sur 5. Et on n'a pris que ceux-là. Il y en a qui avaient 1, 2, 3, nous on n'a pris que ceux qui avaient 0. Et on s'est dit, mais est-ce que eux, quand il y a un calendrier affiché devant eux, du coup, ils y arrivent? Et vous avez la donnée devant vous. En fait, la très, très grande majorité de ces personnes qui avaient 0 sur 5 quand on leur demande la date, quand ils ont le calendrier devant eux, ils sont capables de donner la date complète. Et donc, ça montre bien cette inversion complète de la perspective de l'évaluation. On n'évalue plus est-ce qu'elle a perdu telle capacité, on évalue comment est-ce qu'on peut l'aider à réussir. Et ça change évidemment tout. Et ça marche chez une majorité de personnes. Alors, pas 100%, mais ça, ce n'était pas attendu. Enfin, mais 85% des gens, ce qui est évidemment énorme. OK. Donc là, ici, en résumé, l'outil présente de bonnes propriétés psychométriques. C'est un outil qui est valide. Tu peux passer au... Ouais, alors attention au timing, Sophie. Oui, j'en ai pour 2 minutes. OK. Une question secondaire que l'on s'est posée, hein, tu as mis le petit bonhomme là, Jérôme, hein, c'est pas la peine d'aller le voir, il est inévaluable, il a beaucoup trop de troubles du comportement. Donc, pour anticiper ce type de remarques, on a fait une autre étude. C'est la même étude en fait. Hein. Il faut savoir que ces personnes-là qui ont participé pour la plupart à la première étude, on avait également les étudiants, en collaboration avec les équipes soignantes, avaient administré la NPI, hein, qui est un inventaire de troubles du comportement. Et ce qu'on a pu montrer à travers ces études, c'est que la présence et la sévérité de troubles du comportement sur le score total de la masse et sur sa durée d'administration et le nombre de sessions n'avait qu'un très léger impact sur ces variables-là, et notamment des variables comme la présence d'hallucinations et d'idées délirantes pouvaient un petit peu ralentir la passation de la masse et voire même diminuer un peu les scores, mais ces effets étaient de très petite taille. Donc, la présence des troubles du comportement n'empêche pas l'utilisation de la masse. Donc ça fait l'objet d'une seconde publication. Alors, il s'est passé pendant les passations un autre petit fun fact, mais qui était extrêmement important, qui nous a été rapporté très nettement par les étudiants. Il faut bien réaliser qu'on a des étudiants de Master 1, donc qui ne sont pas encore psychologues du tout, qui ont commencé à faire passer ces outils, les garants de stage également. Et donc, ils devaient faire passer et le MMS, la CIB, et la masse. Et il s'est passé quelque chose avec eux sur la masse qui a été assez marquant, suffisamment pour qu'on... merci Marie pour ton petit mot. Suffisamment pour qu'on le signale ici parce que ça a été très, très significatif. Et Sophie, tu es plus neutre que moi sur le sujet. Je vais te laisser expliquer peut-être rapidement les retours qu'on a eus des étudiants. Oui, mais c'est un peu ce que j'ai un peu spoilé la chose tout à l'heure dans l'introduction par rapport à moi, mes appréhensions, notamment quand on les a envoyés un peu au feu, hein, les étudiants, et très rapidement lors des premières passations, ils ont été surpris par
le haut degré d'engagement exprimé par les personnes qui ont consenti à participer à l'étude, avec l'expression d'émotions positives, avec des remerciements aussi de la part des résidents après avoir passé la masse, et parfois même des questions. Est-ce que vous allez venir me revoir? Je pense que ça n'arrive pas souvent quand on fait passer un MMS à quelqu'un. Et donc, effectivement, donc le désir là, de continuer à être engagé. Donc, ça a vraiment été quelque chose de positif. Et aussi moi, parce que moi j'étais au début de ma conversion montessorienne, ça m'a vraiment surprise par rapport à l'expérience. Moi, j'ai pas d'expérience en EHPAD, mais en consultation mémoire, on voit à quel point ça peut être très pénible, hein, la passation de MMS, voire même d'un examen neuropsychologique, quand les capacités des personnes sont diminuées. Donc ça a été vraiment génial. Pour illustrer peut-être un petit peu plus nettement aussi ce que Sophie vous explique, ce qu'on va vous proposer, c'est de vous présenter un exemple, un cas de passation de la masse. Alors, c'est une vidéo qui a été tournée récemment à l'EHPAD Mathilde Laurent à côté de Montpellier, que je connais bien, avec lequel AG&D travaille depuis très longtemps. Et je suis allé appliquer la masse en tournant un film. Alors avec deux habitants de l'EHPAD, on n'a pas le temps de vous montrer les deux vidéos. Et là, je vais vous montrer juste un petit extrait vidéo. Sachez, pour les personnes qui ne les auraient pas vues, que ces vidéos sont accessibles entièrement, donc la passation complète, sur la page du site d'AG&D associé à la masse. Madame Véronique Durand-Moller, est-ce que vous voulez bien mettre dans le chat le lien vers la page s'il y a des gens qui ont envie d'aller regarder les vidéos en entier? Là, je vais vous montrer un petit bout et je vais vous demander d'être assez attentif à ma posture, à la manière dont j'interagis avec cette habitante qui s'appelle Noël, qui a un profil quand même assez particulier. Noël est pas une personne facile. Noël, elle a son caractère, son tempérament, elle a des troubles cognitifs sévères qui n'ont pas pu être documentés parce qu'alors le MMS, c'était pas question. Elle a parfois des difficultés de compréhension. Alors, on ne sait pas trop si c'est des troubles cognitifs ou liés à son audition. Et puis, c'est quelqu'un qui peut être très fluctuante dans le contact et très vite envoyer balader tout le monde, être opposante, etc. Et c'est vrai que l'animatrice me disait, Noël, c'est assez compliqué maintenant de l'inviter à participer à des activités. Éventuellement, le 1 pour 1, il y a moyen, selon les jours, mais pour le reste, on n'y arrive plus trop. Et donc, je suis allé proposer à Noël de faire la masse avec moi. Je vous montre cette vidéo et puis on conclura rapidement notre présentation. Vous me direz si vous entendez bien le son. Si vous n'entendez pas bien le son de la vidéo, je vais essayer de bien régler mon son. Alors attendez, je crois que je dois faire une petite manip ici pour être sûr que vous ayez tout. Non, je pense que ça devrait aller. OK, vous me dites s'il y a un souci au niveau du son. On y va pour quelques extraits de la passation de la masse. Vous êtes d'accord qu'on commence? Ouais, ouais. Je vais augmenter mon volume, c'est sûr. Vous êtes d'accord qu'on commence? Alors, excusez-moi une seconde. Voilà, je vais pouvoir augmenter le volume. On y est. OK. On y va. Vous êtes d'accord qu'on commence? Ouais, ouais. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse 2 petits badges pour écrire nos noms. Comme ça, on les aura devant nous. Est-ce que vous voulez bien écrire votre nom? Ben, oui. Est-ce que vous voulez bien me donner la carte? Est-ce que vous voulez bien enfiler le badge? OK, comme ça, on l'a tous les deux. Alors, pour les puristes, comme Marie Lembach, qui est présente dans les personnes ici, je fais des erreurs de passation et c'est assez intéressant parce que je suis censé, moi, quand même, ne pas en faire et j'en fais quand même, puisque j'ai tendance à un peu trop montrer
à Noël, alors que je devrais commencer uniquement par des consignes verbales. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est pas dramatique et que c'est OK quand même. Rappelez-vous, le but, c'est l'engagement et l'observation de ses capacités et des niveaux d'aide qui fonctionnent pour lui. Pour commencer, je voudrais vous demander votre avis sur une histoire. Est-ce que vous voulez bien lire ceci à voix haute? Qu'est-ce que c'est ça? Vous voulez bien lire ça? Oui. Dom Pérignon, l'histoire d'une découverte. Vous n'avez pas entendu tout. Et Dom Pérignon, l'histoire d'une découverte pétillante. Vous voulez bien tourner la page et lire la première page? Oh. Est-ce que vous voulez bien lire ici ou c'est trop difficile? né en 1938, Pierre Pérignon, peu connu sous le nom de Dom Pérignon, il témoignait d'une abeille duée au chassermé. Mhm. Ici? Et non, ici, mal parlé. Non. Vous aimez pas trop faire ça? Non. Est-ce que vous voulez que je lise moi? Quoi? C'est moi qui lis? Non. Grâce à ces découvertes, il serait à l'origine de l'eau pétillante de poisson, connue et appréciée dans le monde entier, souvenir associé de la recette. Ok. Vous voulez bien tourner la page? Oui? Est-ce que vous voulez bien tourner la page? Non, moi. Non? Ok. C'est pas terrible ça. Est-ce que vous voulez qu'on arrête cette activité-là? Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on arrête de lire? De? De lire. Non, mais qu'est-ce que c'est? C'est moi qui lis et vous écoutez? Alors, je fais une petite précision. Vous voyez que je rame un petit peu quand même avec Noël, hein. Noël, c'est pas simple. Elle dit oui, non. En fait, elle comprend pas tout à fait non plus, mais en tout cas, l'activité l'engage assez peu. Et vous allez voir que dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à vous dire, OK, on laisse tomber. Si vous sentez... Et donc, la masse, c'est un outil qui est basé sur l'observation, qui est un principe Montessori assez important. Et donc, il faut sentir la personne. Et si on est en train de la perdre, si on sent que là, elle se braque, etc., on force rien du tout. Alors, tout ça est très bien expliqué dans le manuel, mais c'est vraiment un principe fondamental. On va avec la personne. Vous allez voir comment ça va se passer par après avec Noël. Mais c'est sûr qu'elle me fait un petit peu transpirer quand même. Dans son abbaye, Dom Pérignon était en charge de la préparation des vins. En essayant d'obtenir le meilleur vin possible, il fut le premier à assembler les raisins de vignes différentes. Les vins ainsi obtenus étaient d'une finesse et d'une qualité inégales. Eh oui. Est-ce que vous voulez bien tourner la page? Bien. Vous voulez bien tourner la page? J'ai trouvé là, d'abord. Ah, ok. Ça me dit, ça m'effraie, moi. Ça Oh. m'effraie, moi. Vous avez aimé faire cette activité? Non, non, non. Non, vous n'avez pas aimé, hein? Non, D'accord. On ne la fait plus? non, Vous voulez bien me montrer un rectangle? non. Non. Et un carré? Les carrés, là. Ouais, ok. Regardez, Noé. Heureux. Ouais. Vous voulez bien le mettre sur le rectangle? Ouais, ici. Ok. Et ici, Et là, qu'est-ce qui est écrit? et là, Vous voulez bien lire à voix haute? Vous voulez bien lire? par le haut. Ok. Vous voulez bien le mettre? Là. Et pourquoi le haut là et pas le haut là? Regarde. Vous voyez ce monsieur? Hum? Est-ce que vous diriez qu'il est heureux ou pas heureux? On le trouve heureux. Oui, il a l'air heureux. Tenez. Est-ce que vous voulez bien le mettre en dessous de heureux? Ok. Et lui? Ok, je vous dis. Alors, lui, vous diriez, il est heureux ou pas heureux? Hum? Noël, où est-ce qu'on le met? Est-ce qu'on le met heureux ou pas heureux? Là. Là? Ok, pas heureux. Et regardez celle-ci. Oh mon Dieu, c'était un ami ou moi. Ouais. Est-ce qu'elle a l'air heureuse ou pas heureuse? Je sais, je sais pas là quoi il parle. Ouais. Quand vous voyez ici, vous diriez quoi? Elle est vilaine. Elle est vilaine? Donc elle n'est pas heureuse. Elle n'est pas heureuse? D'accord. Est-ce qu'on la met en dessous de pas heureux? Mhm. Oh, qu'elle est jolie. Elle est jolie, moi j'en joue. Alors, est-ce
Est-ce qu'elle, elle est heureuse ou pas heureuse? Heureuse, oui. Ok, allez-y. Oh, la pochette, au bout de la maman qui pleure, laissez la pluie. Alors, est-ce qu'elle, elle est heureuse ou pas heureuse? Si elle, non. Non, elle n'est pas heureuse. Allez-y. Vous la mettez? Je crois pas qu'elle soit heureuse. Ah, ok. Et celle-ci? Mais c'est un mort, les faits, ça fait peu du monde. Est-ce qu'elle est heureuse ou pas heureuse? Alors, Vous la mettez où? là, Ah, ok. Vous voulez bien les remettre dans le sac? Regardez ici. Est-ce que vous voulez bien me montrer le bol rouge? Lequel est rouge? Ouais. Le bleu? Le jaune? Ok. Combien il y en a de bols? je ne sais pas, je ne vais pas vous dire. Là, il y en a là, il y en a 3. Ouais. Est-ce que vous voulez bien prendre la cuillère? Non. Non? Est-ce que vous voulez bien prendre la boule rouge et la mettre dans le bol rouge? Ça, oui. Ok. Prendre la boule bleue et la mettre dans le bol bleu. Et le blanc, il y en a là. Et maintenant, avec la pince, est-ce que vous voulez bien reprendre la rouge et la remettre dans le bol blanc? La rouge. Ok. La bleue. La jaune. Est-ce que vous voulez bien me rendre la pince? Ben oui, bien sûr. Mais merci Noël. Juste avant qu'on parte, je dois écrire la date d'aujourd'hui sur ma feuille de papier. Oui. Est-ce que vous voulez bien me donner la date? Quel jour on est aujourd'hui? Ah, ça, je ne sais pas. Regardez, c'est sur le calendrier. C'est le 6. Ouais, alors la date complète? Oui, oui. Ah, je ne savais pas. 6 Ouais. janvier 24, 26. Merci beaucoup. Noël, on a terminé les activités. Oui. Est-ce que vous avez aimé faire ça? Bien sûr. C'était un plaisir de faire ça avec vous. Est-ce que je peux revenir vous voir une autre fois? Est-ce que vous seriez d'accord? Oui, mais si je ne vais pas, parce que je dois m'en aller. Si vous vous en allez, vous ne serez plus là. Oui. Mais si vous êtes là, je peux revenir vous voir? Oui, Merci beaucoup, Noël. Je vous raccompagne? oui. Allez, on y va. Oh, dites-moi. Vous êtes trop beau. Allez, je prends le petit compliment. Ok, alors, je voulais vous partager cette vidéo et vous montrer celle-là pour vous montrer, alors déjà, certaines des activités, mais aussi, et merci pour vos petits commentaires. Je vais répondre à la question d'Anne directement. C'est une question qui aurait pu être dans le QR. Et on pourra la reprendre peut-être un petit peu après. Mais la clé ici, c'est de voir combien j'ai dû aller avec elle en permanence, combien il y a des activités qui ne lui convenaient pas du tout, combien il y a d'autres activités qui l'engageaient vachement et que c'est en allant avec elle, en m'ajustant, en m'adaptant en permanence, etc., que j'arrive à garder cette connexion et à continuer mon évaluation. Merci Marie pour ton petit mot. On m'a jamais fait de bisous après un MMS. Alors, on pourrait me dire, ouais, mais c'est parce que vous êtes un homme et qu'elle aime bien les hommes. J'ai fait passer pendant mes 12 années au CHU de Montpellier un petit peu moins de 3000 MMS. Ça vous donne un chiffre. En fait, c'est mon karma. Hein, j'essaie de rattraper ça. Et on m'a jamais fait un bisou après un MMS. Et donc, c'est effectivement, elle a passé un bon moment. Effectivement, c'est l'engagement, le fait que la posture que j'avais, la manière de présenter, les activités lui convenaient beaucoup plus, qui a créé finalement ce sentiment où elle s'est sentie à l'aise, connectée, reliée, et où elle m'a fait ce bisou à la fin, alors que vous avez vu qu'à un moment donné, ce n'était pas gagné du tout. Effectivement, Julie, le fait qu'elle n'ait pas été mise en difficulté, ou en tout cas que quand elle a commencé à être en difficulté, hop, on est passé à autre chose, a permis ça. Alors, il y avait une question de Anne. Anne, est-ce que vous voulez bien la mettre dans le QR? Je voudrais qu'on la garde pour après. Je promets, j'y répondrai à
à cette question. Parce qu'il faut qu'on clôture tout doucement pour laisser du temps pour les questions. Alors simplement pour vous montrer les résultats de Noël à la masse. Alors Noël, elle a obtenu un score de 67 sur 80. On a vu qu'avec elle, ce sont essentiellement les instructions verbales complètes et une étape à la fois qui fonctionnaient. J'aurais pu cocher démonstration une étape à la fois parce que j'ai quand même pas mal montré de temps en temps. La plupart du temps, ça allait. Et comme elle est gênée pour la compréhension, je pense qu'on peut cocher vraiment démonstration une étape à la fois. Et en réalité, sur les capacités qu'évalue la masse, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été cochées. Je ne vais pas les détailler toutes, vous les voyez là. Et donc, malgré ces troubles cognitifs sévères, un MMS non évaluable à cause du refus, on a pu non seulement obtenir un score pour le suivi éventuellement, mais surtout mettre en évidence un grand nombre de capacités qu'avait Noël. Allez, on se garde 2-3 minutes pour conclure. Moi, je vais commencer peut-être par une chose et puis je te laisserai aussi 2-3 petits points, Sophie, pour évoquer ça. La première chose, et si vous êtes à ce webinaire, c'est que vous avez probablement entendu un petit peu parler de Montessori et d'AGED. On a cette conviction qu'on partage quand même avec beaucoup de gens sur le terrain qu'il faut qu'on change profondément de paradigme dans l'accompagnement des personnes âgées ayant des troubles cognitifs et qu'on passe d'une approche déficitaire centrée sur la dépendance, les troubles du comportement, le contrôle entre guillemets des individus à une approche où les personnes peuvent continuer à exister en tant que personnes avec des difficultés, avec des challenges, mais à continuer à vivre des choses qui ont du sens pour elles, qui les intéressent et qui s'appuient sur leurs capacités. Et l'évaluation, elle est importante. Évaluer, c'est important. À un moment donné, ça nous aide à avoir des orientations, des points de départ qui sont les bons. Mais la vraie question, c'est, à mon sens, qu'est-ce qu'on évalue et pourquoi on évalue les choses. Et de se dire, les informations qui sont issues de l'évaluation, à quoi elles vont servir, à qui elles sont transmises et comment on les utilise. Et la masse, elle a été construite dans ce sens-là pour donner un outil aux professionnels qui fournissent des informations sur lesquelles on peut construire un accompagnement qui soit porteur de sens. Et on tombe dans un contexte assez bon puisqu'il y a des nouvelles recommandations. Alors là, désolé pour les Suisses, c'est des recommandations en France, mais de la Haute Autorité de Santé. Les recommandations notamment autour de l'autodétermination qui commencent à faire émerger que oui, il faut changer de paradigme. Et donc, la masse a envie de contribuer à ça et d'apporter une pierre à l'édifice d'un accompagnement qui soit plus respectueux et plus simple pour les professionnels aussi. Je te laisse rebondir aussi, Sophie, sur ce que tu as envie de dire pour conclure peut-être cette présentation. Moi, en tant qu'enseignante, on est supposé effectivement faire de la dissémination d'outils validés, bien designés sur le plan scientifique. Donc, la masse va rentrer dans l'enseignement des étudiants du master. Et pour les neuropsychologues, les psychologues qui sont en ligne, en fait, ce qui peut être un peu perturbant avec l'outil, c'est qu'il n'y a pas de normes. Okay. Et parce que l'outil n'a pas pour objectif de classifier les personnes. Alors peut-être, si à un moment ça rentre dans les pratiques, peut-être que la HAS voudra conserver ce score global d'indicateur, mais je pense qu'on va lever la résistance par rapport à ça. Donc pourquoi la masse effectivement ne dispose pas de normes? Parce que ce qui va être surtout important, comme tu l'as dit tout à l'heure, Jérôme, dans l'introduction et dans la présentation de l'outil, c'est de pouvoir apprécier quel est le niveau d'aide dont la personne a besoin pour que l'activité puisse être conduite et ensuite transférer ça à d'autres activités en vie quotidienne. Donc, voilà, dans la formation, nous, on va injecter cet outil au même titre que l'enseignement d'outils assez classiques dans la formation des étudiants en neuropsychologie. Je te laisse la main sur le fait que ce n'est pas forcément que réservé aux psychologues, même si nous, on va l'enseigner. Oui, alors c'est une question qui nous a été posée beaucoup chez AGED et quand on a construit la masse, et moi c'était très clair dans ma tête, ça n'est pas un outil qui est réservé aux psychologues du tout et je pense que tout professionnel peut faire passer la masse. Les gens qui sont formés à Montessori auront une facilité plus importante parce qu'on va retrouver vraiment la posture Montessori du facilitateur, etc., qui guide.
Ouf, les mots magiques, je laisse Véronique Durand répondre à ça, j'ai pas vu la question. Euh, euh, Par ailleurs, les gens qui sont des professionnels de l'évaluation vont se retrouver peut-être plus facilement à noter des scores ou des résultats sur une feuille, mais par contre, ils auront plus de mal à sortir de la posture d'évaluation habituelle. Donc voilà, tout le monde peut utiliser la masse. Il y a un manuel, il y a des feuilles de cotation, etc., etc. La seule chose, c'est que comme n'importe quel autre outil d'évaluation, ça va demander de pratiquer un peu. Et il y a Sophie Gagelin, qui est une Jedi Montessori qui est présente dans ce séminaire. Je sais que Sophie, tu m'entends, qui me disait, et on en a discuté il n'y a pas longtemps, qu'elle avait acheté la masse et qui disait, bah, nous, on s'entraîne avec ma collègue animatrice, on se la fait passer mutuellement pour se familiariser avec l'outil, ce qui me semble être une très bonne démarche pour apprendre à le maîtriser. Pour ne rien vous cacher, quand on a eu la dernière version juste produite là, moi, je me suis entraîné avec mon fils qui fait des études de psycho par ailleurs, et lui, il faisait l'habitant, et ça m'a permis, moi, de reprendre le coup un petit peu sur bien maîtriser les choses. Allez, un dernier petit mot pour conclure, Sophie, sur nos perspectives futures, et qui correspond à une question qui nous a été posée aussi beaucoup, qui est de dire, mais est-ce que la masse, c'est que pour les EHPAD? Et alors la réponse c'est non. Il y a Marie Lembach qui met beaucoup de petits commentaires dans le chat, qui a travaillé longuement en UCC avec des gens qui avaient des comportements réactionnels sévères et qui utilisaient notre version recherche de la masse. Elle l'a eu un petit peu en avance sans difficulté. C'est un outil qui pourrait être utilisé avant des interventions à domicile pour donner des recommandations aux aidants. C'est un outil qui peut être utilisé en UHR, enfin dans beaucoup d'autres contextes. Euh, et puis, il se pose une question et on est en train de réfléchir peut-être à un projet avec Sophie, un autre projet de recherche, de voir son intérêt dans des contextes comme les consultations mémoire, où on sortirait d'une approche uniquement diagnostique, mais pour le suivi et l'accompagnement, encore une fois, pour fournir des recommandations aux aidants, aux proches et à la famille sur voilà les capacités qui restent préservées, voilà un petit peu les pistes qu'on peut faire. Et puis par ailleurs, nous, on commence à explorer, on a d'autres projets de recherche avec Sophie qui sont en cours, qui s'installent petit à petit dans des contextes finalement autres que simplement le vieillissement chez des personnes qui ont des troubles cognitifs. Voilà, je ne sais pas si tu veux dire un petit mot, Sophie, pour conclure sur la masse, sur cette collaboration, et voilà. Non, voilà, c'est vraiment comme je l'ai posté sur LinkedIn là, il y a quelques semaines, c'est vraiment un modèle très intéressant d'une collaboration. Je parlais en tant qu'enseignante à l'université, une collaboration entre le privé et l'université avec des projets complètement appliqués pour les gens de terrain et au bénéfice des habitants, des usagers. Donc moi, c'est dans ce cadre-là que j'ancre globalement ma recherche, donc, et le fait effectivement qu'on va continuer à collaborer, mais probablement que l'outil va peut-être nécessiter des ajustements, notamment dans la déficience intellectuelle par rapport à la lecture, qui est quand même importante dans l'outil, mais ça montre bien qu'il y a encore beaucoup de choses à faire par rapport à la valorisation de ces évaluations qui ont pour objectif de mettre en avant des capacités et pas des incapacités. Donc, j'ai hâte à mon prochain rendez-vous recherche avec une grosse consultation mémoire pour éventuellement, en collaboration évidemment avec AGED, un peu proposer quelle place pourrait avoir la masse en consultation mémoire, où on sait que les évaluations sont extrêmement standardisées et focalisées sur les pertes. Voilà. Merci Sophie pour ce petit mot de la fin. Et je vous propose maintenant que nous passions aux questions et échanges. Alors, on a pris un petit peu de retard. Voilà, c'est pas très grave. On peut se donner 30 minutes. On ne dépassera pas beaucoup plus pour les questions et échanges. Je vais peut-être arrêter mon partage d'écran. Vous n'en avez plus besoin. Comme ça, on se verra mieux. OK, voilà. Alors, je vous laisse peut-être une minute pour regarder encore un petit peu les questions. Alors, et voter, vous cliquez sur sur la petite flèche pour répondre aux questions. Et moi, je vais reprendre une question qui a été posée par Chloé et également par Anne qui reprend finalement la même question. Je vais commencer par celle-là parce qu'elle a eu pas mal de votes.
et vous pouvez en même temps voter un peu pour les questions qui vous intéresseraient. La question, c'est comment est-ce qu'on présente la masse et comment est-ce qu'on leur explique ce qu'on fait et dans quel objectif. C'est une question importante et on ne vient pas les voir en disant on vient vous voir pour évaluer vos capacités, pour voir ce que vous pouvez encore faire. Des garantis, résistance garantie, personne n'aime être évalué, pas même vous, les 100 ou les 92 personnes qui assistent encore à ce webinaire. Et sachant qu'on n'est pas dans une évaluation à strictement parler, plutôt une observation. On va dire à la personne, on a ici un certain nombre d'activités et on voudrait vous proposer de les faire ensemble pour que vous nous donniez votre avis. Sachant qu'on leur demande leur avis et que c'est quelque chose qui est extrêmement important, ça nous permet d'identifier s'ils peuvent donner leur avis, et vous avez vu que Noël fait ça très très bien. Donc on va vraiment leur demander leur avis, ça va nous permettre de voir un petit peu quel genre d'activité ils apprécient ou n'apprécient pas, et donc la question qu'il aurait posée, l'introduction de la masse, qu'on a fait avec Noël, avec Noël, je lui ai rajouté qu'on allait faire un film, elle m'a dit oui, mais pour le reste, c'est vraiment, je vous propose de faire ensemble des activités, et vous me donnerez votre avis sur ces activités. Sachant que tout au long, on leur demande encore une fois s'ils souhaitent continuer ou s'ils veulent s'arrêter. Voilà, je ne sais pas, Anne et Chloé, si ça répond à cette question. Je regarde le chat en même temps. OK. 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 Anne, je vois aussi le commentaire sur les gens qui refusaient le MMS en UHR, UCC. Je vous rappelle les résultats qu'on a obtenus, nous, sur la masse, qui avait surpris Sophie, hein, en termes d'engagement. On a eu, sur 196 résidents, 2 refus, dont une personne, en fait, qui revenait qui partait en hospitalisation. C'était compliqué. Et donc, on a obtenu des niveaux d'engagement extrêmement importants pour cette population. Alors, je regarde, je ne peux pas classer par score de vote. Donc, ça c'est fait. OK, OK. Alors, je vais reprendre la question. Alors, la question de Sabrina, elle est intéressante et elle va aller avec celle d'Oscar sur le calendrier. Il y a 2 questions autour du calendrier. Sabrina demande en indiquant sur le calendrier, comme avec Noël dans la vidéo, est-ce que nous ne sommes pas plutôt sur de la lecture que sur l'appréciation de l'orientation temporelle et la recherche d'aide externe? Sophie, est-ce que toi, tu as envie de donner un petit mot là-dessus? Sinon, moi, je peux m'en occuper. Non? OK. Non, moi, je me permets de répondre à des petites questions très chirurgicales, méthodologiques dans le chat, mais je te laisse. OK. Alors, effectivement, là, clairement, et on le voit avec Noël, elle lit juste la réponse. Mais elle sait que c'est la date. Pourquoi? Parce que, alors je lui dis, hein, c'est sur le calendrier, et elle sait que c'est la date, et elle me donne la date. D'ailleurs, elle me dit d'abord spontanément, ah, mais on est le 6. Et c'est moi qui lui dis, oui, mais la date complète, et là, elle me dit 6 janvier 2026. Et donc, c'est difficile de savoir si elle comprend exactement que c'est la date, etc., mais à minima, elle est capable de donner la réponse à cette question, puisque je vous rappelle que je lui demande, est-ce que vous voulez bien me donner la date d'aujourd'hui? Donc, c'est un vieux réflexe neuropsy ou centré sur les déficits d'un côté, et l'inverse Montessori que moi j'ai acquis aujourd'hui. Moi, si je vois la personne me donner la date à voix haute, je pars toujours du principe à la base qu'elle me donne la date et que c'est ça que j'attends. Et est-ce que ça veut dire qu'elle peut utiliser une aide externe? En tout cas, ça veut dire que je peux essayer une aide externe. Et que si, par exemple, elle a des questions répétitives, qu'elle demande où elle est, qu'elle demande où sont ses proches, qu'elle demande à quelle heure on mange, eh bien, à ce moment-là, on essaye une aide externe et on voit ce que ça donne en termes de réduction des questions répétitives ou des comportements réactionnels. Dans mon expérience, si la personne sait lire la réponse et qu'elle a une question qui est importante pour elle, en fait, ça fonctionnera. On ne peut pas tirer comme conclusion de la masse que ça marchera à coup sûr. On peut tirer sans hésiter de la masse qu'on peut essayer l'utilisation d'aide externe avec cette personne. Oscar demandait comment est-ce qu'on indice progressivement avec le calendrier. Alors, c'est terrible le chat, hein, je vois les questions qui s'affichent en permanence, c'est un peu perturbant. Sur la question comment on indice le calendrier, on va commencer par lui dire est-ce que vous voulez bien me donner la date, je dois l'écrire sur ma feuille. Si elle ne répond pas, on va lui dire il me semble que c'est sur le calendrier, utiliser un indice verbal.
Et si elle répond toujours pas, on va pointer le calendrier. Il n'y a pas plusieurs étapes ici. Et donc, en fait, sur la feuille de cotation, il y a des choses qui sont grisées. Et donc, on a trois niveaux d'aide au total. Alors, j'essaye de me dépatouiller avec les questions dans le chat. Alors, Sophie, il y a une question pour toi. C'est une vraie question statistique. Pourquoi la durée d'institutionnalisation est pour la validité divergente? Alors, c'est vrai que la durée d'institutionnalisation pourrait être associée à la présence de troubles cognitifs. J'avoue qu'on a été limité par rapport aux mesures potentielles à utiliser pour la validité divergente. On n'avait pas d'hypothèse a priori qui montrerait que plus la durée d'institutionnalisation est importante, moins bons seront les résultats, parce qu'il y a les niveaux d'aide. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi ça. Alors, je rajoute Voilà. une petite chose. On avait un protocole. Sophie, si je peux? Ouais. Je réfléchis en même temps parce que, bon, voilà, il y a des gens qui sont institutionnalisés depuis longtemps alors qu'ils n'ont pas forcément des troubles cognitifs, qui sont institutionnés pour d'autres problématiques plutôt motrices. Donc, on ne s'attendait pas nécessairement à ce qu'il y ait des corrélations fortes avec la durée d'institutionnalisation. J'ajoute qu'on avait un protocole qui ne pouvait pas être trop lourd, donc on ne pouvait pas rajouter des outils qui n'auraient eu rien à voir avec la masse ou des choses comme ça à des personnes qui sont âgées, fragiles, etc., etc. Et donc on devait trouver des variables qui étaient faciles à récolter. Enfin, je me souviens qu'on avait discuté, c'est dire aussi de nouveaux protocoles, qu'est-ce qui est gérable, quoi, et que c'était des variables sur lesquelles on ne s'attendait pas à avoir un effet de la masse. Alors, je vais répondre à deux questions qui sont dans le chat en allant vite. David, je vois la question sur la durée moyenne de passation de la masse. On l'a présenté dans les résultats de l'étude et je vais le nuancer un tout petit peu. Donc, dans les résultats de l'étude, on avait une moyenne de 49 minutes au total pour faire passer la masse, mais c'était une moyenne avec un range avec des écarts extrêmement élevés qui allaient de 16 minutes pour la plus rapide à plus de 2 heures pour le plus long. Dans mon expérience à moi, on tourne entre 30 et 45 minutes en général, sachant que si besoin, on peut le faire en plusieurs fois, même si en fait l'étude de validation a montré que ce n'était pas si fréquemment nécessaire. Je vois aussi une question, alors je varie entre le chat et le Q&R, mais est-ce qu'il est possible d'avoir des exemples d'applications pratiques après la passation de la masse pour les résidents du PAD? Alors, je vais faire un tout petit début de réponse parce que c'est un sujet qui demanderait beaucoup de temps. Il n'est pas impossible, enfin il est même probable, mais on a beaucoup d'actualités chez AG&D pour le moment, qu'on prévoit un deuxième webinaire sur la masse qui sera centré uniquement sur l'utilisation concrète de la masse sur le terrain, avec ce genre de questions et des questions des gens qui ont acheté la masse et qui veulent des petites précisions. Alors, le manuel est rempli d'exemples d'applications pratiques. On a parlé du calendrier qui peut nous faire penser à utiliser des aides externes spécifiques pour une personne. Dès le moment où on voit que la personne elle est capable d'attraper des balles, les balles avec la cuillère par exemple, elle est capable d'utiliser des couverts. Et on a eu des gens dans l'étude qui étaient censés ne pas être capables de manger et en fait qui étaient capables de faire ça. Donc on peut transférer ça. On peut, chez des personnes qui sont capables de lire, proposer des groupes de lecture et de discussion. On peut aussi proposer éventuellement à ces personnes de lire des consignes pendant une activité. On peut, si la personne est capable d'enfiler le badge, comme on a vu Noël, peut-être qu'elle est capable de faire certains gestes qui sont liés à l'habillage. Et en fait, pour chaque capacité, vous avez un grand nombre d'utilisations possibles, ce qui est très bien précisé dans le manuel de la masse qu'on n'a pas détaillé ici, faute de temps. Il faut aussi connaître la personne, connaître un peu ses goûts, ses préférences, etc., pour trouver quelles activités lui conviennent. Et donc, l'autre type d'utilisation, encore une fois, des informations issues de la masse, c'est de dire, par exemple, Noël, quand vous venez la voir et que vous lui donnez une consigne, quand vous lui proposez de faire les choses par elle-même et qu'elle vous regarde et qu'elle vous fait « Hein, quoi? Non, 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 non. » Montrez-lui juste
le geste à faire. Et donc, ça permet aussi de donner des recommandations, encore une fois, sur les niveaux d'aide qui vont aider la personne. Donc, voilà quelques exemples. On fera peut-être un webinaire détaillé là-dessus, et il y a le manuel qui comprend plein d'exemples de ce type-là. Alors, je retourne dans le QNR. Il y a une petite question qui a été posée, qui peut-être a été due à peut-être un malentendu. Qu'est-ce qui fait que vous avez spécifié que la masse s'adresse uniquement à des personnes âgées, sachant qu'il n'y a pas de normes? Vous semblerait-il pertinent d'ores et déjà de l'utiliser avec des personnes avec des troubles cognitifs marqués, quel que soit l'âge? Je ne pense pas que nous avons tenu le discours que l'outil était uniquement destiné aux personnes âgées. C'est le point de départ a été effectivement les personnes âgées par rapport aux enjeux, Jérôme, que tu as décrits dans l'introduction, mais bien évidemment, utilisez-la dans d'autres contextes et SVP, faites-nous un retour. Parce que c'est grâce au retour d'expérience des personnes de terrain qu'on peut construire très fréquemment des projets de recherche, Magali. Donc, remarque pertinente. Donc, oui, lâchez-vous. Oui, alors allez-y. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de faire une présentation à une association de neuropsy sur la masse, et il y avait des neuropsys qui travaillaient dans le champ de la cérébrolésion. Et j'ai deux neuropsychologues qui m'ont dit, mais moi, je l'achète et je vais l'utiliser dans le cadre de ma pratique en cérébrolésion. Et donc, effectivement, pas de souci par rapport à ça. Alors, je vois un certain Robin V. Et je pense que Robin V, je vois juste le message de Robin. Je vais poser une question à Robin V. Robin V, est-ce que par hasard, vous seriez, si oui, tu serais un des étudiants qui a participé à la validation de la masse? Je me permets ce petit clin d'œil parce que... alors, je vais laisser Robin V prendre... Ah, ok, Robin, il faut qu'on s'envoie un petit message juste après. Merci beaucoup. Ok. Alors ça, c'est un vrai plaisir, parce qu'encore une fois, les étudiants ont fait un travail, mais juste absolument fabuleux. Alors, il y avait... Donc, je vois, il y a des réponses avec des... Ok, Sophie, tu as répondu à des questions de Marie. Ok. Je regarde, qu'est-ce qui remonte encore comme question? Alors, est-ce que la masse est réservée aux personnes sans déficit physique? La réponse est non. Alors, pour des troubles pour les personnes qui ont des troubles avec des handicaps physiques importants, on va ne pas utiliser toutes les activités, tout comme avec des troubles sensoriels sévères. Et en vrai, alors vous ne pourrez pas utiliser le score total de la masse. Là, si vous n'avez pas tout utilisé, c'est plus embêtant. Mais encore une fois, la masse est un outil d'observation. Et donc, on peut tout à fait non seulement faire passer certaines activités uniquement, pour observer les niveaux d'aide qui fonctionnent pour cette personne, pour évaluer les quelques capacités qu'on peut évaluer. Mais en vrai, vous pouvez appliquer cette démarche-là à plein d'activités en dehors de la masse, une fois que vous êtes familiarisé avec ça. Et je me souviens quand on a commencé à discuter avec Sophie de cet outil, on s'est vraiment dit que finalement, au-delà de l'outil en tant que tel, on voulait donner un outil aux professionnels qui soit valide, solide scientifiquement. Ça, c'était vraiment l'exigence qu'on s'était fixé, en tout cas l'espoir qu'on avait que ce serait le cas. Et puis, on voulait un outil qui aide les gens, mais on voulait aussi amener plus globalement un changement de vision de l'évaluation qui dépasse la masse et qui invite vraiment les professionnels à changer leur posture et à changer leur mode de réflexion en termes d'évaluation. Donc, est-ce que la masse est réservée aux personnes sans déficit physique? Non, elle peut être utilisée chez les gens qui ont des déficits physiques sans aucun problème, en ajustant un petit peu les activités. Et puis, si elle peut ouvrir nos pratiques d'évaluation plus globalement, on aura absolument tout gagné. Je vois une question d'Élise Benatar. Bonjour Élise, ça me fait très plaisir de te lire ici. Et je pense qu'on a déjà répondu à ta question finalement sur est-ce qu'on peut l'utiliser avec d'autres populations. La réponse c'est oui. On réfléchit vraiment avec Sophie là à des adaptations parfois spécifiques, et je vais vous donner un exemple quand même, dans le champ de la déficience intellectuelle, y compris sévère, où vous avez des personnes parfois qui n'ont pas acquis la lecture. Alors c'est plus nuancé que ce qu'on ne croit, on est en train de le voir nous sur un autre travail, mais ça demandera sans doute des adaptations de la masse, de créer une batterie qui reprend exactement les mêmes principes, mais avec des activités un peu ajustées, et peut-être dans le futur pour des gens qui ont des troubles cognitifs plus légers,
moins sévère parce que la masse reste quand même pas adaptée pour des gens qui ont des troubles cognitifs plus légers. Donc ça, c'est nos réflexions pour le futur. Ok, alors je regarde juste question de Chloé. Bah voilà, donc question de Chloé sur est-ce que ça a été réalisé auprès de personnes de langue maternelle non française ou ayant une faible maîtrise de la langue française? Réponse non. Mais Ma j'ai re- répondu à tous ces Oui, commentaires. oui, Les gens ne voient pas les réponses? si, mais je rajoute des Ah, petites choses sur ce que d'accord, tu as ok, dit ok, 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 en ok. encourageant les cliniciens à, de nouveau, à ajuster l'outil en fonction des personnes. On a des outils, je pense, de traduction automatique aujourd'hui qui sont quand même assez performants, on va dire ça comme ça. Et donc, moi, j'aurais tendance à vous encourager, si vous avez une personne qui ne parle pas la langue, à adapter des choses. Et alors, bien sûr, vous allez être gêné pour les consignes verbales, etc., mais tentez des choses, guidez-la en montrant. On ne sera pas sur la batterie telle qu'elle a été créée précisément, mais l'objectif, c'est encore une fois, qu'est-ce qu'on peut observer chez la personne, qu'est-ce qui fonctionne, etc. Euh, ok, donc la question de Séverine, profil requis pour faire passer les tests, je pense qu'on y a répondu un petit peu. Il n'y a pas de profil obligatoire pour la masse. Il n'y a pas, voilà, si on est familier avec les outils d'évaluation, on va s'approprier vite le truc, on devra travailler la posture. Si on est familier avec Montessori, la posture viendra vite, on devra plus travailler. Dans tous les cas, il faut pratiquer pour être à l'aise avec la passation. Et l'avantage de la masse, c'est que il n'y a pas d'analyse statistique du test, il n'y a pas de comparaison à une norme. Et donc, c'est un outil normalement qui est accessible quand même pour un grand nombre. Allez, je prends une dernière question, je pense que c'est la dernière, qui était une question d'Oscar. Ah non, on l'a utilisée. Ah non, c'est ça. C'était une question d'une psychologue 04. J'arrive pas à voir votre nom, mais on va faire avec ça. Nous avons regardé les images qu'il faut classer par émotion et j'avoue qu'avec ma collègue, on n'était pas d'accord pour la personne âgée qui regarde par la fenêtre. Alors, c'est normal, on a mis des niveaux d'expression d'émotion qui variaient. Donc, il y en a certaines qui sont très expressives, très évidentes, et d'autres qui sont plus fines et plus subtiles. Est-ce qu'il y a une bonne réponse ou si ça varie en fonction des réponses, est-ce que c'est pas grave, l'important est de classer? En fait, il y a quand même une bonne réponse qui est attendue. C'est-à-dire, est-ce qu'elle classe correctement ou pas? Mais, comme on est dans Montessori, si elle classe, et ce visage-là, nous, on l'a mis en pas heureux. La personne n'est pas heureuse. Alors, on pourrait dire qu'elle rêve par la fenêtre, mais c'est quand même une personne, et les résultats de l'étude montraient qu'on avait ce classement-là qui était très, très, très nettement majoritaire. Donc, c'est la réponse attendue. Mais si vous avez quelqu'un qui la met sur heureux et qui vous dit, regardez, elle rêve, alors vous le comptez comme une bonne réponse. Et c'est précisé dans le manuel que si le classement n'est pas celui attendu, mais qu'il y a une vraie justification de la personne qui paraît cohérente, alors à ce moment-là, c'est compté comme une bonne réponse. Je pense qu'on a fait le tour de vos questions. Moi, je vais retourner dans le chat pour lire les petits mots quand même un tout petit peu. Je vous remercie en tout cas beaucoup d'être venu assister à ce webinaire. Je remercie infiniment Sophie pour ta présence et puis plus globalement pour le projet et pour tout ce qu'on a pu réaliser dans cette validation. Merci beaucoup à tout le monde. N'hésitez pas à aller explorer un petit peu plus la page d'AGED, les vidéos complètes. Il n'y a pas que Noël, il y a Maurice. Et puis, on espère de tout cœur que ce webinaire a répondu à vos attentes, a éclairci pour les personnes pour qui c'était nécessaire ce qu'est la masse, à quoi elle sert, et que l'outil pourra vous aider concrètement sur le terrain. Merci à tout le monde. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle continuation. Et puis, je vous donne rendez-vous pour des prochains webinaires parce qu'on a encore 2-3 trucs dans la sacoche qui sont en train de sortir et qu'on sera ravis de partager avec vous. Merci à tout le Bonne monde. soirée à Bonne tous. soirée. Bon appétit. À bientôt.